Bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le discours de Sergueï Lavrov à la conférence internationale sur la sécurité en Eurasie, un événement clé qui met en lumière les dynamiques de pouvoir en jeu dans la région. Lavrov, en tant que représentant de la Russie, propose une vision de la sécurité fondée sur la coopération régionale et le respect des souverainetés nationales, tout en appelant à une réévaluation des structures de pouvoir mondial. Ce discours arrive à un moment crucial, alors que le monde assiste à une redéfinition des alliances et des rivalités géopolitiques. Quelles sont les véritables implications de ces propos pour les pays de la région et pour l'équilibre des forces sur la scène internationale? Lavrov pose des questions qui méritent d'être explorées. Comment les pays peuvent-ils naviguer entre leurs intérêts nationaux et la nécessité d'une coopération pour résoudre des défis globaux? Dans cette vidéo, nous examinerons les thèmes principaux du discours de Lavrov, tout en réfléchissant ensemble à ce que cela signifie pour l'avenir de la sécurité en Eurasie et la dynamique géopolitique mondiale. Restez bien jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Commençons. Merci beaucoup, chers collègues, amis. Permettez-moi, tout d'abord, d'exprimer ma sincère gratitude aux organisateurs de la conférence, à nos amis biélorusses, pour l'invitation à prendre la parole lors de ce forum de renom, qui se tient pour la deuxième année consécutive à Minsk, à l'initiative du président de la République de Biélorussie, Alexandre Grigorievitch Loukachenko, qui a brillamment ouvert la discussion aujourd'hui. Je pense que beaucoup des idées qu'il a exprimées nous aideront à formuler des recommandations pratiques à l'issue de cette conférence. Une tendance majeure au fil des ans a été la formation d'un ordre mondial multipolaire. Cela est reconnu par tous. La transformation qui se produit dans le monde est un processus naturel et irréversible. Elle est liée à des changements objectifs dans l'équilibre mondial, à la consolidation de nouveaux centres de croissance économique et d'influence non occidentaux. Cette tendance contribue sans aucun doute à la démocratisation des relations internationales, où il ne devrait pas y avoir de hégémonie de quiconque, et où les principes de la Charte des Nations Unies doivent être respectés, non pas de manière sélective, mais dans toute leur plénitude et leur interconnexion. C'est un point fondamental. Le principe clé de la Charte est l'égalité souveraine des États. C'est précisément ce principe qui constitue la base juridique de la multipolarité. L'engagement envers celui-ci détermine également notre approche du développement des relations avec les pays d'Eurasie, le plus grand continent, riche en ressources naturelles et en pleine expansion. En accord avec cette logique, le président Poutine a proposé en 2015 l'idée de former un grand partenariat eurasien comme contour d'intégration le plus large possible dans l'intérêt de l'expansion et de la libéralisation des relations commerciales et d'investissement, de la mise en œuvre de projets d'infrastructures transfrontaliers, du développement d'un réseau de transport logistique, et de l'harmonisation des processus d'intégration. Le grand partenariat eurasien, à son tour, posera une base économique et matérielle solide pour construire une architecture de sécurité eurasienne égale et indivisible, assurant la sécurité face aux menaces et défis communs à tous les pays du continent. S'exprimant au ministère des Affaires étrangères de la Russie le 14 juin de cette année, le président Poutine a clairement exprimé notre intérêt à créer une telle architecture, un système d'accords interétatiques et d'institutions garantissant essentiellement la responsabilité des pays participants dans le règlement des conflits régionaux et le maintien de la stabilité, tout en évitant toute ingérence externe destructrice. Je voudrais souligner que le président de la Russie a à plusieurs reprises déclaré que notre vision du grand partenariat eurasien et de l'architecture de sécurité eurasienne suppose une ouverture à tous les pays de notre continent sans exception, ainsi qu'à toutes les organisations de ce continent. Cela signifie que personne ne ferme la porte aux pays de la partie occidentale de l'Eurasie. Nous accueillerons leur participation au processus de coopération eurasienne, bien entendu, exclusivement sur la base de l'égalité et avec le refus de toute politique de bloc hostile et de pratiques néocoloniales. Ce sont des conditions absolument nécessaires, car il en a été autrement pendant longtemps. Par exemple, tous les schémas qui reposaient sur le concept de sécurité euro-atlantique ont servi à conserver la position dominante des États-Unis et à contenir leurs concurrents, y compris la Russie. Le rôle principal a été attribué à l'OTAN, qui, maintenant que c'est clair pour tout le monde, a finalement subordonné l'Union européenne, créée soi-disant par des Européens pour des Européens. En violation flagrante de l'acte final d'Helsinki et d'autres engagements, les structures dirigeantes de l'OSCE ont été pratiquement complètement privatisées par l'Occident, comme l'a très éloquemment évoqué le président biélorusse aujourd'hui. L'OSCE n'a pas réussi à devenir un mécanisme pour mettre en œuvre le principe de l'indivisibilité de la sécurité, qui a été proclamé lors de sa création et qui a été maintes fois confirmé, notamment lors des sommets d'Istanbul en 1999 et d'Astana en 2010. Les documents adoptés à ce niveau supérieur stipulent clairement que personne ne renforcera sa sécurité aux dépens de celle des autres et qu'aucun groupe de pays ni aucune organisation n'a le droit de revendiquer une position dominante dans l'espace de l'OSCE.
Tous les dirigeants de l'OTAN ont signé cet engagement, mais en pratique, ils ont fait exactement le contraire. En dépit des assurances données à l'ancienne direction soviétique et de nos nombreuses mises en garde au cours des 20 dernières années, l'Alliance Atlantique a sans réserve élargi vers l'Est, créant des menaces militaires directes pour la Russie à nos frontières. Cette politique agressive a finalement provoqué la crise ukrainienne. Le déclencheur a été le coup d'État organisé en février 2014 par Washington et ses alliés européens à Kiev, qui a porté au pouvoir des ultranationalistes proclamant un cours visant à éradiquer tout ce qui est russe et à commencer une guerre contre des millions de Russes et de personnes de culture russe qui ont refusé de reconnaître le pouvoir criminel en place. C'est là la cause profonde de la crise, dont les dirigeants occidentaux préfèrent aujourd'hui ne pas se souvenir et répètent par cœur le retour de l'Ukraine dans les frontières de 1991. Ils ne s'intéressent qu'au territoire, pas au sort des personnes dont les ancêtres ont vécu pendant des siècles en Crimée, dans le Donbass et en Nouvelle-Russie, et que les chefs du régime de Kiev ont publiquement qualifiés de monstres et de terroristes, menaçant de faire pourrir leurs enfants dans les sous-sols. De plus, Zelensky a exigé en 2021 que tous ceux qui se sentent liés à la culture russe s'en aillent en Russie. Depuis 2014, l'Ukraine a adopté des lois interdisant la langue russe dans l'éducation, les médias, la culture et tous les autres domaines. Récemment, le Parlement a interdit l'Église orthodoxe ukrainienne canonique. À cet égard, je rappelle que l'article 1er de la Charte des Nations Unies exige le respect des droits de l'homme indépendamment, comme cela y est inscrit, de la race, du sexe, de la langue et de la religion. Mais à cette grave violation de la Charte, le régime russophobe et raciste à Kiev ferme les yeux, tout en continuant à promouvoir la formule sans issue, je dirais même stupide, de la paix de Zelensky, qui appelle à la capitulation de la Russie. Et il y a quelques semaines, ce citoyen a publié un plan de victoire tout aussi schizophrénique. Évidemment, ni la formule, ni le plan, ni les fantasmes sur l'adhésion de l'Ukraine sous contrôle de Kiev à l'OTAN ou à l'Union européenne ne rapprochent la paix en Europe. La stabilité dans cette partie du continent eurasien ne sera atteinte que si des garanties de sécurité fiables et durables sont assurées. Par exemple, sous la forme dans laquelle elles ont été présentées dans nos initiatives de décembre 2021 et ont été rejetées par l'Occident, comme l'a également rappelé très éloquemment Alexandre Grigorievitch Loukachenko aujourd'hui. L'OTAN n'est déjà plus satisfaite de la guerre qu'elle a déclenchée contre la Russie par les mains du pouvoir illégal à Kiev, ni de tout l'espace de l'OSCE. Maintenant, les États-Unis et leurs satellites tentent de transformer toute l'Eurasie en une arène de confrontation géopolitique. L'Alliance a inscrit dans ses documents que les menaces à son égard proviennent également de la région Asie-Pacifique, y compris de la mer de Chine méridionale et du détroit de Taïwan. Elle a inscrit dans ses documents, comme je l'ai déjà dit, que les menaces viennent de différentes parties de l'Est de notre continent et a l'intention d'affirmer sa domination militaire non seulement en Europe, mais aussi à l'Est de l'Eurasie. L'OTAN s'implante dans cette région sous le slogan des stratégies Indo-Pacifiques, en diluant les mécanismes inclusifs qui ont été établis autour de l'océan pendant des décennies. En échange, Washington forme toutes sortes de tripartites et de quadrilatères tels que l'OCU, le Quad, des blocs impliquant les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'autres configurations fermées avec l'objectif évident de contenir la Chine, d'isoler la Russie et d'exercer une pression brutale sur la République populaire démocratique de Corée. Les situations se développent de manière encore plus dramatique au Moyen-Orient. Le retrait unilatéral des États-Unis des accords sur le programme nucléaire iranien, qui avait été approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU, et la ferme volonté de Washington de monopoliser le processus de règlement arabo-israélien ont eu des conséquences catastrophiques, plaçant cette région stratégiquement importante au bord d'une déstabilisation totale et d'une grande guerre. L'administration Biden bloque tous les efforts visant à mettre fin à la tragédie du peuple palestinien. Tout en condamnant le terrorisme sous toutes ses formes, nous ne pouvons en même temps accepter les sanctions collectives contre les habitants de Gaza et de la Cisjordanie. L'Occident essaie de rester silencieux à ce sujet, mais en un an d'opérations israéliennes, le nombre de civils palestiniens tués est 2 fois plus élevé que le nombre de victimes civiles des deux côtés au cours de 10 ans après le coup d'État à Kiev. Réfléchissez à ces chiffres. L'Occident ne cesse pas son activité destructrice dans d'autres parties du continent eurasien. Au Sud-Caucase, il impose insidieusement ses services pour normaliser les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Après avoir fui l'Afghanistan après 20 ans d'occupation, les États-Unis et leurs alliés souhaitent aujourd'hui s'immiscer dans le fragile processus de stabilisation de la situation dans ce pays. Ils inventent des prétextes pour renouveler leur présence militaire dans les pays d'Asie centrale. En conséquence des actions agressives des États-Unis, de l'OTAN et de l'Union européenne, les risques de fragmentation de notre continent ont augmenté. L'architecture de sécurité eurasienne dont nous discutons devrait constituer une alternative constructive à ces tendances négatives, stabiliser la situation politico-militaire sur l'ensemble du continent,
assurer son unité et son interconnexion, et supprimer les menaces venant de l'axe euro-atlantique. Pour nous, il est clair qu'il ne peut y avoir de retour aux anciens modèles, où les États-Unis occupaient le rôle principal, avec leur prétention à l'exclusivité. D'autant plus que partout où l'Amérique a essayé de dominer, la situation ne s'est pas améliorée. Il est nécessaire de prendre en compte les nouvelles réalités géopolitiques et internationales, de générer des idées basées non sur le droit du plus fort, mais sur l'égalité et un équilibre juste des intérêts. Notre vision de l'architecture eurasienne s'harmonise avec l'initiative mondiale en matière de sécurité proposée par le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, dont l'un des principes clés est la nécessité d'éliminer les causes profondes des conflits, qu'ils se situent au Moyen-Orient, dans les Balkans, en Ukraine ou en Asie du Sud-Est. C'est là le gage de la création d'un ordre mondial plus juste et d'une véritable multilatéralité. Dans le cadre de notre conférence, je considère qu'il est important de tenir compte de l'expérience accumulée en matière de réglementation juridique des mesures de confiance, d'ordre politique et militaire, entre les États dans différentes parties du continent, en fonction de leurs besoins et de leurs capacités nationales. Autrement dit, nous devons agir en partant de l'avis, de la pratique. En particulier, avec nos amis biélorusses, nous avons élaboré un projet de concept de sécurité de l'État-Union et nous sommes en train de finaliser la préparation d'un accord intergouvernemental bilatéral sur les garanties de sécurité, un accord qui visera à renforcer davantage les engagements en matière de protection mutuelle contre les menaces extérieures. Dans un contexte de tensions exacerbées à l'est du continent, nous accordons une grande attention à l'assurance de la paix sur la péninsule coréenne. Comme vous le savez, dans le développement des relations amicales avec la Corée du Nord, un traité russo-coréen sur le partenariat stratégique global a été signé et est entré en vigueur, ce qui devrait jouer un rôle important dans l'assurance de la sécurité de nos pays et dans la stabilisation de la situation en Asie du Nord-Est. Un facteur sérieux dans le renforcement des relations russo-iraniennes sera le projet de traité de partenariat stratégique global entre la Russie et l'Iran, qui, comme je l'ai dit, est en cours de préparation pour signature dans un proche avenir. Il établira l'engagement des parties à une coopération plus étroite dans le domaine de la défense et à une interaction au service de la paix et de la sécurité à des niveaux régional et mondial. La relation stratégique d'interaction et de partenariat global entre la Russie et la République populaire de Chine revêt une importance capitale pour le renforcement de la stabilité en Eurasie. En assurant la croissance constructive de la coopération dans tous les domaines au bénéfice des peuples des deux pays, ces relations contribuent à l'harmonisation des processus d'intégration sur le continent et constituent un facteur stabilisateur majeur à l'échelle mondiale face aux actions destructrices de l'Occident collectif qui tente de préserver son hégémonie. En plus des efforts bilatéraux pour renforcer la sécurité, des organisations multilatérales, telles que l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, l'ASEAN, l'Organisation du traité de sécurité collective, OTSC, la Communauté des États indépendants, CEI, et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, jouent un rôle sur le territoire asiatique. Chacune de ces plateformes a un agenda chargé en matière de sécurité dans divers domaines. La prise de conscience croissante de la responsabilité des acteurs régionaux eux-mêmes pour le règlement des conflits dans leur partie de l'Eurasie se manifeste dans les activités de structures telles que la plateforme 3+3 pour le Sud-Caucase, le format de consultation de Moscou sur l'Afghanistan et le mécanisme des pays voisins de ce pays, le format d'Astana pour la Syrie. Je pense que l'expérience accumulée dans tous ces formats devrait être activement utilisée pour harmoniser les initiatives existantes, y compris dans le contexte de la formation de l'architecture de sécurité eurasienne. En juin de cette année, avec le ministre des Affaires étrangères de Biélorussie, nous avons signé un appel commun aux dirigeants exécutifs des organisations multilatérales d'Eurasie, leur proposant de participer à l'initiative de développement de la Charte eurasienne de la diversité et de la multipolarité au XXIe siècle. Avec cette idée, nos amis biélorusses ont pris la parole lors de la première conférence de Minsk il y a un an, et nous les avons activement soutenus. Nous voyons la Charte eurasienne comme un document programmatique dans lequel seront énoncés les principes fondamentaux de l'architecture de la sécurité continentale, en s'appuyant sur les normes de la Charte des Nations Unies, je le souligne encore une fois, non pas de manière sélective, mais dans leur intégralité et leur interdépendance. Lors de cette conférence actuelle, des sessions distinctes sont prévues pour discuter des éléments substantiels de la Charte, selon ce que je comprends. Nous espérons qu'elle contribuera à l'élaboration de recommandations sur la manière de protéger notre espace commun des menaces militaires et de toute autre nature, dans l'intérêt de milliards de personnes. Et n'oubliez pas qu'Alexandre Grigorievitch Loukachenko, prenant la parole ici, depuis ce podium, a invité chacun d'entre nous à la prochaine conférence à Vedkopol en 2025. Je nous souhaite à tous du succès. Le discours de Sergueï Lavrov aborde des enjeux géopolitiques majeurs,
illustrant une vision où la Russie se positionne comme un acteur clé face aux menaces perçues des États-Unis et de leurs alliés. Voici une analyse des thèmes soulevés et des questions qu'ils engendrent. 1. Confrontation Est-Ouest et multipolarité. Lavrov évoque une confrontation croissante entre la Russie et l'Occident, en critiquant les actions de l'OTAN et des États-Unis qu'il accuse de déstabiliser des régions stratégiques comme l'Eurasie. Ce discours sur la multipolarité reflète une volonté de contester l'hégémonie occidentale, soutenue par des pays comme la Chine et d'autres nations du Sud. Toutefois, cette perspective soulève des interrogations sur la faisabilité d'un ordre multipolaire véritablement inclusif, notamment pour les pays souvent marginalisés dans ce type de discussion. 2. Critique des interventions occidentales. Lavrov condamne les interventions militaires occidentales, les qualifiant de catastrophes pour la sécurité mondiale. Il appelle à une approche diplomatique privilégiant le dialogue et la coopération, ce qui fait écho au ressentiment de nombreux pays ayant subi ces ingérences. Ce point de vue, cependant, soulève la question de la cohérence. La Russie elle-même exerce-t-elle une influence équitable, notamment dans ses relations avec ses voisins? 3. Moyen-Orient et conflit israélo-palestinien. Lavrov critique le traitement du conflit israélo-palestinien, dénonçant les violations des droits des Palestiniens. Cette prise de position, dans un contexte de violence récurrente, appelle les puissances occidentales à assumer leurs responsabilités dans la perpétuation de cette crise. Elle interroge également sur les conditions d'une paix juste et durable, équilibrant la sécurité et les droits humains. 4. Coopération eurasienne et partenariat inclusif. Lavrov mentionne la proposition de Vladimir Poutine pour un grand partenariat eurasien, visant à renforcer les liens économiques et sécuritaires sur le continent. Il invite même les nations occidentales d'Eurasie à y participer, tout en demandant qu'elles abandonnent leurs pratiques perçues comme néocoloniales. Ce partenariat pose toutefois la question de savoir si cette architecture de sécurité se veut inclusive, en réalité, destinée à consolider une sphère d'influence russe. 5. Le rôle des organisations multilatérales. Lavrov défend l'importance de forums comme l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, et l'Organisation du traité de sécurité collective, OTSC, pour promouvoir la stabilité. Mais leur capacité à gérer des défis globaux comme le terrorisme ou la crise migratoire suscite des interrogations. Ces organisations peuvent-elles vraiment rivaliser avec les structures occidentales, ou s'agit-il simplement d'une alternative pour défier l'influence de l'OTAN? 6. Vision d'un nouvel ordre mondial. Lavrov appelle à réformer l'ordre mondial actuel, plaidant pour une charte eurasiatique respectant la diversité des cultures et des systèmes politiques. Cette vision, contrastant avec l'approche homogène occidentale, suscite toutefois des doutes sur sa mise en œuvre. Peut-on réellement envisager un monde multipolaire dans lequel toutes les nations respectent la souveraineté des autres? En somme, le discours de Lavrov propose une revalorisation des principes de souveraineté et d'autodétermination des États, prônant une multipolarité qui contesterait la domination de l'Occident. Cependant, cette vision soulève des questions sur sa mise en pratique et la réelle inclusivité que la Russie accepterait dans un monde où les tensions géopolitiques s'intensifient. Peut-on véritablement imaginer un monde multipolaire, ou cette ambition cache-t-elle une lutte de pouvoir sous couvert d'équité et de coopération? Merci de partager avec nous vos avis en commentaire.